Donc un peu de C4. J'ai découvert ça il y a quelques temps et c'est vrai que je l'utilise de plus en plus. Et puis je vais vous expliquer un peu moi ce que j'en fais, ce que j'en ai compris et dans quel cas je l'utilise. Je vais vous parler un peu de modélisation, pourquoi on modélise, pourquoi on veut modéliser notre software, quel intérêt, dans quel but. Pourquoi le C4 par rapport à d'autres il y a d'autres outils, il y a d'autres normes, il y en a plein. Et pourquoi moi j'ai choisi le C4. Et puis ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail où je vous parlerai des 4 modèles principaux du C4, le contexte, les conteneurs, les composants et puis le code. Quelques modèles complémentaires et puis pour finir un peu de diagramme as code, ce qui est quand même bien pratique quand on veut automatiser des choses. Je ne sais pas si ça vous parle. Plus on est nombreux, plus c'est compliqué de s'entendre, de se comprendre. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, si je suis 2, j'ai pas besoin de faire des diagrammes, de me prendre la tête, je fonce. Si je suis 5, je commence un peu à structurer un peu les choses. Par contre, si j'arrive à une dizaine, on se rend compte qu'on a tout de suite beaucoup d'interactions possibles et qu'on a plutôt intérêt à structurer un peu les choses pour être capable de s'y retrouver et d'avancer tous ensemble, quoi. D'où cette modélisation et les outils qui nous permettent de faire ça. Un autre aspect aussi important, c'est la multitude de personnes à qui on va s'adresser, des designers, des développeurs, des managers, des analystes, des clients, etc. etc. Pour les images, c'est du Dali, qui n'est pas si intelligent, parce qu'on voit qu'il a laissé la mire des couleurs. Donc pareil, plus on a de personnes différentes, plus c'est intéressant d'avoir des outils et des normes pour que tout le monde parle un peu le même langage. On a plein de choses qu'on peut modéliser dans des logiciels, des procédures métiers, des cas d'utilisation, des bases de données, du code, l'infrastructure, des déploiements, notre CI/CD. Enfin, tout peut être modélisé si on en a besoin. Le modèle C4, il ne va pas répondre à tous ces besoins. Lui, il va se concentrer uniquement sur la partie software. Plein de normes, du TOGAF, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, de l'UML, du BPMN, EPC, Meurize, Sysmel, ARC42, etc. etc. Il y a beaucoup de normes, beaucoup d'outils, plus ou moins utilisés. Le TOGAF, dans les grosses structures, c'est peut-être celui qui est le plus, le plus utilisé. Mais il a un inconvénient, c'est qu'il est assez compliqué d'approche. Enfin voilà, il faut un temps pour s'approprier tout ça. Pourquoi moi j'ai décidé de faire du C4 ? La première raison, et c'est surtout celle-ci, c'est que c'est accessible. C'est hyper simple, vous allez voir les diagrammes après, c'est très simple. On n'a pas besoin d'être un expert en architecture pour commencer à modéliser son système. On est focus sur de l'architecture logicielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper des procédures métiers, on ne va pas s'occuper forcément du déploiement, sauf dans les modèles complémentaires. Le diagramme as code aussi, ça c'est sympa, on code et puis hop, ça nous génère notre diagramme, donc ça c'est plutôt sympa pour le maintenir directement dans notre code. Et on a pas mal d'intégrations avec des outils plus ou moins connus, Draw.io, Visio, PlantUML, Archimate, etc. Il y en a pas mal qui proposent des templates tout prêts à utiliser, quoi. Donc voilà, c'est plutôt simple. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. On va peut-être regarder à quoi ça ressemble. Je ne sais plus la slide d'après. C'est basé, le modèle C4, sur 4 niveaux. Un premier niveau où on va voir notre système dans sa globalité. Un deuxième niveau où on va descendre sur ce qu'on appelle des conteneurs. Attention, ce n'est pas des conteneurs Linux. Un niveau où on va descendre sur les composants et un niveau où on va descendre jusqu'au code. Donc ça, c'est pratique parce que ça permet de structurer la pensée aussi. On respecte le pattern et on ne se pose pas trop de questions et c'est assez simple à mettre en place. Donc on a vraiment cette notion de focus. On va partir d'un diagramme de haut niveau et puis on va descendre petit à petit sur un des éléments sur lequel on va zoomer et on va encore prendre un des éléments sur lequel on va zoomer. Donc on part de quelque chose et ensuite on a un arbre de diagrammes qui sont tous en relation en fonction de ce qu'on veut expliquer. Et cette notion de focus, elle est importante parce que ça permet de structurer
Ce qu'on veut dire, plutôt que de faire des schémas dans lesquels on va essayer de mettre trop de choses ou pas assez, et ça va être confus, et du coup les gens ne vont pas forcément s'y retrouver. Là, ça nous aide, ça nous guide pour être capable de faire quelque chose de sympa. Le premier, c'est le contexte. Donc là, on est vraiment sur un haut niveau. Donc là, ça s'adresse à tout le monde. Peu importe que ce soit des développeurs, des techniciens, ça peut s'adresser à des clients, ça peut s'adresser à des managers, à des gens qui ne comprennent rien à l'informatique. C'est pas gênant. Ils vont s'y retrouver parce que qu'est-ce qu'on a? On va retrouver des personnes, des systèmes, des softwares et des softwares internes, ceux qui nous intéressent. En bleu, généralement, on a le focus de ce qui nous intéresse. Et en gris, on a nos dépendances. Donc voilà, on a uniquement 3 briques. Donc, et puis des relations entre ces briques. Donc on est vraiment sur un modèle qui est très simple pour commencer à expliquer les choses. Un petit exemple là, c'est sur un portail d'API. Donc on voit qu'on a 2 utilisateurs, un interne, un externe, qui utilisent un portail d'API pour acheter puis gérer ses API. Et puis l'utilisateur interne, lui, il ne va pas acheter, il va juste les gérer. Et on voit que ce portail d'API, il a des dépendances sur des softwares externes, de l'email, de l'IAM pour la partie authentification, de l'API Gateway pour la passerelle d'API, et puis du billing portal pour toute la monétisation. Donc ce genre de diagramme, au niveau contexte, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas très compliqué, quoi. Même quelqu'un qui n'est pas technique, il n'y a pas besoin d'être développeur pour le comprendre. Et ensuite, on va descendre d'un cran. Donc on va se focus sur ce portail d'API pour descendre un petit peu et voir ce qui se passe dedans. Donc on arrive au niveau des conteneurs. Donc là, on est un peu plus orienté vers les techniciens. On a un petit peu plus de choses. On a la notion de conteneur, je vais y revenir juste après. Nos bases de données, des mobile apps, des web browsers. Le nombre de types de conteneurs n'est pas forcément limité. Il peut y en avoir d'autres selon les besoins. Et pareil, toujours des relations et toujours la notion de système externe. On voit qu'on n'a pas de conteneurs à l'externe parce que ça ne nous intéresse pas. On est dans le focus. Donc nous, on a les conteneurs pour tout ce qui nous intéresse en interne. Par contre, tout ce qui est en dehors de notre système, là, on a juste les software systems. On ne va pas plus loin dans le détail. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le focus. Hop là. C'est quoi un conteneur? Ce n'est pas des conteneurs Linux. C'est uniquement quelque chose qui est exécutable et qu'on peut déployer séparément. Mais on n'a pas forcément de conteneur. Il faut juste avoir l'idée que c'est quelque chose qu'on peut déployer indépendamment du reste, quoi. Souvent avec des interfaces, on a des API entre nos différents conteneurs, mais il y a une exécution qui lui est propre. Du server-side web, du client-side, etc., des bases de données, des blocs de conteneurs, des scripts, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça donne notre portail d'API? On descend d'un niveau, notre portail d'API, il est assez simple. On a une application web, là en l'occurrence c'était de l'ASP MVC, ce qui n'est pas terrible, mais bon, ça faisait le job là pour ce cas-là. Et une base de données, donc voilà, pour l'instant c'est assez simple encore, on est dans un niveau encore compréhensible par des techniciens, mais qui ne sont pas forcément des développeurs, notamment au niveau infra ou avec d'autres product owners, etc. C'est accessible aussi, quoi. On précise un petit peu plus les liens qu'on a avec nos différents softwares en adhérence. Et puis voilà, quoi dire de plus là-dessus? Pas grand-chose. Ensuite, on va descendre d'un niveau et on va s'occuper à l'intérieur de cette application web, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va descendre au niveau composant à l'intérieur de cette appli web. Donc là, pareil, on va avoir la notion de composant qui va arriver. On a toujours nos conteneurs qui concernent notre système, qui sont internes. Et toujours, pour l'externe, on ne s'en occupe pas, on met des software systems, peu importe ce qui se passe dedans, c'est pas le but. Il y aura d'autres diagrammes pour les décrire si on a besoin de les décrire. Là, on va arriver dans des diagrammes qui sont plus pour les développeurs et les architectes. Ça commence à devenir un petit peu plus technique et un petit peu plus orienté dev. Qu'est-ce qu'on a dans notre produit, dans notre portail d'API du coup? On voit qu'on a un composant qui fait du MVC pour la vente, un composant qui fait du MVC pour les souscriptions, un accès MVC aussi pour tout ce qui est gestion des accès, les invitations et puis la gestion des utilisateurs. Et une petite documentation, là, en l'occurrence, dans ce projet-là, c'est du bump. Sébastien vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et c'est le seul composant qui est externe dans ce cas-là.
Et ensuite, on a des composants. Donc, on a notre cœur de métier. Hein. Notre MVC appelle notre cœur de métier avec du CQS. Donc là, on peut commencer à préciser des choses un peu plus d'architecture pour les développeurs. On peut commencer à rentrer un peu plus dans le détail de l'implémentation. Donc, on a notre cœur de métier qui se retrouve ici et qui s'appuie sur une brique d'infrastructure qui va nous permettre d'appeler des adapteurs pour ensuite rentrer en contact avec nos différents softwares externes. Et puis, toujours notre base de données, hein, mais qui se retrouve bien en dehors. À chaque fois, je ne l'ai pas précisé, on a ce petit pointillé qui nous rappelle d'où on vient quand on descend d'un modèle vers l'autre. Donc c'est assez structuré et ça permet d'expliquer les choses assez simplement, je trouve. Ensuite, on descend au niveau du code. Alors le code, là, moi je ne l'utilise pas. Bon, voilà, ça peut être pratique. Généralement, c'est généré par les IDE, on peut faire des diagrammes de classe, ça peut être du MCD, enfin si j'utilise du MCD, mais ce que je veux dire, c'est que je ne l'utilise pas dans le modèle C4. Mais c'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière pour décrire ce qui se passe à l'intérieur d'un composant. Diagrammes d'entité-relation, ouais, effectivement, du MCD, des diagrammes de classe, tout ce qui peut être utile pour bien expliquer le code. Généralement, c'est intéressant que ce soit généré automatiquement par l'IDE, ça évite de le faire soi-même. Voilà, j'ai pas d'exemple parce que je l'ai pas fait là pour ce cas-là. UML, classe diagramme, entité relation, MCD, etc. Là, c'est toutes les méthodes classiques qu'un développeur connaît pour son code, pour partager, échanger sur son code par rapport à un périmètre donné, quoi. Et voilà, on a fait le tour. Donc voilà, c'est assez simple, il n'y a que 4 niveaux. Ils en ont rajouté d'autres hein, quand même. Ils ont rajouté quelques modèles complémentaires. Le premier, moi je l'aime bien, parce qu'il permet d'avoir une vision plus large. Là, dans mon contexte, j'étais au niveau du portail d'API, mais j'aurais pu m'occuper plutôt de la plateforme d'API. Dans ce cas-là, j'aurais pu être au niveau plutôt du landscape pour avoir une vision plus large de mon système, quand j'ai plusieurs softwares qui sont interdépendants. Les diagrammes dynamiques, on se rapproche de l'UML, hein, des use cases classiques. Et puis le déploiement, je ne l'ai pas utilisé. Je pense qu'il peut être intéressant pour bien décrire comment on va déployer notre solution. Mais pareil, je n'ai pas eu l'occasion encore de les utiliser. Un landscape classique, alors là, ce n'est pas le mien, c'est celui du site, hein, du modèle C4, où on voit qu'on a plusieurs systèmes. Et on est plutôt avec une vision assez large, quoi. Pareil pour discuter avec des product owners, avec des managers, des gens qui ne sont pas techniques, qui veulent savoir ce qui se passe, ou des clients. Les diagrammes dynamiques, comme je vous disais, hein, on est sur du use case. Hein, petit 1, j'envoie. Petit 2, je fais je sais pas quoi là-bas, je valide des credentials. Petit 3, j'interroge ma base, etc. etc. quoi. Donc là, on est sur un modèle classique. Je pense qu'il peut être intéressant dans certains cas, celui-là, pour présenter des séquences, quoi, des enchaînements, quoi. C'est un peu un équivalent de l'UML, quoi. Et pour le déploiement, là, on se retrouve avec des petites boîtes. Un web browser, un customer computer, donc pareil, un Apache Tomcat qui est sur le Big Bang Web, etc. Avec un indice hein, pour savoir combien on a mis de nœuds, x4, x8, etc. Donc celui-là, je pense qu'il peut être intéressant, plus pour des sysadmins, des DevOps, pour expliquer qu'est-ce qu'ils déploient, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais j'ai déployé ça comme ça. Diagramme as code. Effectivement, il y a un langage structurizer. Hein, celui qui a inventé le C4, c'est un gars du Nord, un Norvégien, je crois, je ne sais plus, ou un Finlandais, j'ai oublié. Et il a prévu tout un langage qu'on peut utiliser pour générer automatiquement des diagrammes. Donc c'est assez simple, hein, on dit ce qu'on veut, on explique, et ensuite on paramètre ses vues. Une vue système, une vue conteneur, et ça nous génère une vue système et une vue conteneur, quoi. Je ne l'ai pas trop utilisé, Structurizer. Il a des limites, la version gratuite, la version... il y a un conteneur hein, pour l'utiliser, mais il est assez limité. Notamment, on n'a qu'un seul contexte à la fois, donc c'est pas forcément très pratique, sinon il faut passer sur des versions payantes. Après, je pense qu'il y a des intégrations dans d'autres outils qui peuvent se faire avec ce code-là. Mais la génération des diagrammes, elle, chez Structurizer, en tout cas, ça devient une offre payante, quoi, en mode SaaS.
Je l'utilise moi plutôt avec PlantUML. Même principe, c'est un peu plus verbeux, c'est un peu moins sympa à écrire. C'est du PlantUML, voilà. Mais une fois que c'est automatisé, ça fait le job et ça génère les diagrammes comme il faut, quoi. Donc il y a une librairie qui s'appelle C4 PlantUML que j'utilise des fois pour faire ça, quoi. Et puis bah voilà, quoi dire de plus Et bah c'est tout. J'arrive au bout. Merci.